Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de pourquoi triper en solo. Alors, avant tout, ce n'est pas une suggestion ou une incitation à consommer des substances illégales ou légales, etc. C'est juste pour vous donner un petit peu mon point de vue. On est dans une ère où il y a de plus en plus de gens qui commencent à triper en solo. Et en général, quand on lit les trip reports, on se rend compte que statistiquement, les trips en solo vont pouvoir permettre d'avoir, on va dire, plus de révélations que les trips qui vont être faits en groupe, qui en général sont plus récréatifs et plus dans l'interaction sociale que dans vraiment plonger en profondeur. Du coup, pourquoi on aurait envie de plonger complètement dans son propre univers? Bah, l'idée, c'est que déjà quand on est seul, c'est plus simple de laisser libre cours à l'expression de son âme. Ça veut dire, c'est plus simple d'extérioriser tout ce qui est à l'intérieur parce qu'on n'a pas forcément ce filtre de il y a un autre qui peut potentiellement nous juger ou pas. Après, l'idée, quand je dis triper seul, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir un trip-sitter, je dirais, à portée de main, c'est-à-dire un ami, un membre de votre famille ou quoi, qui serait dans la pièce d'à côté, ou si vous êtes dans un studio, vous le foutez aux toilettes, il reste 12 heures là-bas. Et quand vous pissez, il sort. Voilà. Ou quelqu'un que vous pouvez appeler au bout du fil ou quoi. Enfin voilà, il y a beaucoup de manières on va dire, de se sécuriser pendant un trip qu'on va faire en solo. Alors l'idée pour un trip en solo, bien sûr, c'est aussi c'est de préparer son expérience. Du coup, pour moi, la meilleure préparation d'un trip, c'est l'écriture. Du coup, oui, il y a le set and setting qu'il faut gérer. Je vous laisserai à la fin une vidéo dessus sur comment bien préparer son expérience. Mais je dirais qu'écrire ses intentions, ses idées, quand je parle de ses idées, ça veut dire qu'est-ce que je risque de face, à quoi je vais être confronté. Ça veut dire quelles sont mes peurs, mes traumatismes, les douleurs, les attentes, les désirs. Et voilà. Et cette écriture, elle peut continuer pendant le trip. C'est-à-dire, il faut savoir que pendant un trip psychédélique, fuir ou résister, ça va souvent créer un bad trip ou une expérience difficile. Alors la solution, c'est la méditation. La méditation, que ce soit vraiment la méditation active, vous êtes là comme ça en tailleur, en lotus, immobile, ou devant une bougie en train de méditer, ou juste être dans un état méditatif en général. Ça veut dire, moi personnellement, quand je suis seul, je vais souvent pendant mon trip, je vais méditer dès le début. Ça veut dire que je prépare ma playlist bien en avance, comme ça je suis pas là à clic-clic des musiques, je suis en mode avion ou en silencieux, etc. pour pas qu'on me dérange. Et après, bah, je vais commencer souvent par méditer. Moi, j'adore méditer avec une bougie. Après, les bougies, des fois, par exemple, pour des hautes doses, je vais pas forcément mettre de bougie parce que je suis pas forcément responsable de gérer une bougie à haute dose. Mais je dirais une dose légère, moyenne. Par exemple, je vais méditer devant la bougie. J'arrive, on va dire, à méditer assez longtemps quand je suis sous trip. Ça veut dire sans trip, méditer plus d'une demi-heure, plus d'une heure, c'est pas facile, c'est rare. Mais sous trip, méditer 2 heures d'affilée, c'est pas quelque chose de compliqué vu que il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en même temps et rester focalisé sur un seul point qui est la fin de la bougie ou sa respiration ou vraiment être dans le moment présent permet de vraiment laisser tout passer. Et vous savez, la montée, c'est le moment qui est assez déstabilisant, auquel on ne peut pas vraiment s'attendre. Chaque montée est complètement différente, parce que c'est vraiment juste la dissolution de l'ego, quelque chose qui est une illusion. Du coup, comment on peut s'attendre à comment ça va disparaître quelque chose qui n'existe pas? Pas facile, hein? Du coup, voilà. Après, évidemment, pour triper en solo, je dirais que je pense que c'est quand même intéressant de découvrir les psychédéliques sans être forcément tout seul. Même si après moi, mon premier trip psychédélique, je l'ai fait seul. Mon premier trip en général, qui était un trip au DXM, je vous laisse la vidéo juste ici pour les curieux sur mon trip au DXM. Euh, Bah, j'étais pas tout seul pour mon premier trip DXM, mais heureusement, parce que ça m'a vraiment beaucoup déstabilisé. J'étais vraiment un peu perdu, un peu, pas sur Terre, quoi. Mais mon premier trip psychédélique, où j'avais pris 50 microgrammes je pense, de la MXP, de la méthoxphénidine, qui est un dissociatif, je l'avais fait tout seul. Et c'était pas forcément facile à gérer. C'est-à-dire, avec du recul, je pense, ça aurait été quand même plus simple s'il y avait quelqu'un avec moi. Et je me rappelle qu'après cette expérience, j'ai quand même fait tous mes trips accompagnés pendant quand même une longue période avant de me lancer dans l'expérimentation solo des trips. Voilà.
Et comme j'ai dit, il vaut mieux commencer avec des petites doses d'expérimentation solo. Je n'ai pas forcément des doses à vous conseiller, mais à peu près, je dirais, ce qui est au-delà du microdosing, tout simplement. Et voilà, après, c'est possible d'aller plus profondément dans les expériences, dans les dosages, etc. Tout simplement, c'est-à-dire, on met les pieds dans l'eau avant de plonger complètement dans ces océans marins, sous-marins, sans fond. Voilà. Après, il y a aussi le cas des empathogènes. Alors, les empathogènes, c'est la famille de la MDMA, il y a le 5-MAPB, le 6-APB, etc. C'est une famille très intéressante. Pour moi, en tout cas, une petite réflexion personnelle, je me suis rendu compte que les gens qui débutent un petit peu dans le milieu des substances qui peuvent avoir un intérêt thérapeutique, spirituel, je trouve qu'on peut beaucoup plus tirer un intérêt des empathogènes au début que des psychédéliques. Même si c'est bien de découvrir les psychédéliques, je pense que vraiment, pour attaquer entre guillemets quelque chose de thérapeutique, vouloir plonger en profondeur, les empathogènes sont vraiment pratiques. Il y a aussi un livre MDMA solo. Du coup, je vous laisserai en description ma vidéo sur MDMA solo, sur le livre, et il y a le PDF qui est lié avec. L'idée, c'est que dans une expérience d'empathogène, le thérapeute, au final, il est livré avec la molécule. Ils se sont rendus compte que quand les gens ils faisaient ces thérapies dans un cadre, on va dire, avec un psychologue, un psychiatre, nanana, dans un cadre légal, etc., bah, les gens se retrouvaient souvent à avoir encore des schémas, des attaches, ils obéissaient au gouvernement. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Ils étaient encore influencés par le conditionnement de masse. Alors que quand on est tout seul, on peut complètement défaire ce conditionnement. L'idée, c'est que c'est une molécule qui va inhiber l'amygdale, si je ne me trompe pas, qui joue sur la peur, et du coup, il y a un point d'équilibre au moment où la compassion envers soi-même augmente, parce que c'est un empathogène, ça augmente l'empathie, et la peur baisse, et ça invite les parties blessées de soi-même à dialoguer entre elles, sans être repoussées ou dégoûtées par ce qui se passe. Voilà. Du coup, moi, quand j'avais lu MDMA solo, mon premier trip solo aux empathogènes, bah, j'étais à un festival, j'avais pris de la MDMA, et juste avant que ça monte, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie d'être là en festival et juste de m'amuser avec la musique et tout, j'ai vraiment envie de faire un truc solo et thérapeutique. Et du coup, je suis rentré au camping du festival où bah, les gens ils étaient plus éloignés, enfin, où je pouvais être tout seul sans être dérangé. Et je me suis posé tout seul dans le silence, plutôt dans l'obscurité. Je pense que j'avais aussi mis une bougie. J'adore avoir des bougies, j'ai toujours des bougies sur moi. Je suis pas d'une bougie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a beaucoup permis de voir, on va dire, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, on va dire, de réprimer, d'oppresser, les résistances en fait. Et ça m'a vraiment, j'étais content. Je me suis dit, j'allais juste partir et m'ambiancer avec la musique et faire des câlins à des inconnus, etc. Et là, bah, j'en ai vraiment fait quelque chose d'intéressant et thérapeutique en solo. Et voilà, après j'ai eu une période où bah, j'ai fait ça de manière un peu plus, on va dire, pro, avec le 5 MAPB principalement, un petit peu aussi le 6 APB. Des fois, ça m'arrivait de mélanger les deux. Le mélange des deux est très intéressant. Et un des trips que j'avais fait, je pense que je l'avais déjà raconté sur cette chaîne, bah, j'étais parti dans un cimetière la nuit. C'est un cimetière abandonné, un petit cimetière vide, pas loin de chez moi, où il n'y a personne qui a été enterré depuis 1800 ou je sais pas quoi. Et voilà, et je suis parti avec des petits coussins, un petit tapis, etc., plein de bougies. Et je suis parti méditer avec la musique, dans le silence, etc. Et ça m'a vraiment permis d'aller profondément. Alors, au-delà de la méditation, il y a aussi la respiration holotropique qui est intéressante. La respiration holotropique, c'est quand on respire de manière ventrale comme ça. Du coup, j'ai toute une vidéo dessus pour les curieux, taper respiration holotropique sur ma chaîne. Et ça m'a vraiment permis d'aller profondément en moi, de voir mes blessures, mes traumas, etc. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de sessions sur une certaine période. C'est common knowledge qu'il faut espacer les prises de MDMA d'un minimum de 6 semaines et de préférence 3 mois, mais dans le livre MDMA Solo, ils disent que les prises peuvent être plus rapprochées sur une certaine période courte si vraiment la molécule est intégrée, etc. Voilà. Il faut savoir qu'à des doses normales, parce que les gens, on va dire les TAS actuellement, un TAS, une ecstasy, bah, et souvent ça a plus de 200 mg, genre c'est extrêmement dosé, alors qu'une dose de base de MDMA c'est plus 100-120 mg.
Voilà, voilà. Faut se dire que quand même, la MDMA, c'est une substance qui est, et les empatogènes en général, qui pour moi, je considère qu'elles sont assez safe comparé à d'autres substances qui sont abusées, comme l'alcool, qui pour moi, c'est juste un poison en fait. Genre, ma théorie sur l'alcool, c'est que c'est l'élément de l'éther et que c'est pas un produit fini en fait, parce qu'on utilise l'alcool pour dissoudre des trucs, pour avoir un solvant, un dissolvant, etc. Genre, pour faire une équation chimique, on l'utilise. Pour moi, c'est à peu près comme l'essence, tu vois. C'est un truc, c'est pas un produit fini, c'est un produit qui permet d'avoir d'autres produits. Mais bon, il est intoxique. Bon, il y a aussi des gens qui se défoncent avec le gaz, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, voilà. Après, dans mes trips en solo, un trip qui a été beaucoup plus psychédélique, je me rappelle une fois, c'était il y a plusieurs années, je rentre chez moi et j'avais un week-end et je me suis dit, vas-y, je vais triper. Mais avant que je tripe, j'avais déjà bouffé une omelette au shit. Du coup, j'avais bouffé l'omelette au shit. Et puis je me suis dit, vas-y, je vais prendre du 2CB. 2CB, c'est une substance assez puissante, j'ai une vidéo dessus, etc. Ça peut décoiffer. Et j'avais pris une bonne dose de 2CB, un bon 30-35 mg. Et puis après, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'un peu plus de couleur, plus de fun. J'ai rajouté 20 mg de CB, qui a donné plus de couleur, plus de fun, mais aussi plus d'intensité. Et avant que les psychédéliques montent, juste l'omelette au shit, elle est montée. Elle m'a mis un carreau et je me suis dit, putain, c'est la merde. Mais le fait d'avoir été seul et de m'être bien préparé, d'avoir fait de l'écriture, d'avoir médité, je me rappelle un moment, j'étais en train de danser chez moi, de faire limite un rituel comme ça, un rituel vaudou, comme ça, en train de tourner comme ça. Et puis je me suis allongé dans le lit, dans l'obscurité, avec la musique, c'est-à-dire, pour moi, c'est très intéressant, en tout cas, comme activité en solo, à se mettre dans un lit, dans l'obscurité totale. Vous êtes là, vous êtes confortable. Essayez pas de faire un câlin, un coussin comme ça. C'est plus d'être ouvert comme ça. Les jambes écartées comme si vous allez vous faire piner. Et voilà, mettez-vous à l'aise. Et puis l'idée, on va dire, c'est que j'avais commencé à lâcher prise et je commence à vivre une mort de l'ego. Je commence à me détacher de tout ce qu'il y avait. Je me disais, mais je suis en train de mourir. Et puis je me dis, mais t'es pas en train de mourir, t'es en train de triper. Et puis je me dis, oui, ça ressemble à mourir. Et puis je me suis laissé faire, etc. Et je me rappelle que c'était incroyable parce qu'au moment où j'ai commencé, on va dire, à dépasser la montée, à reprendre conscience un petit peu en rentrant dans le deuxième bardeau, dans la deuxième partie de l'expérience, j'avais vraiment l'impression que la musique, elle me parlait. C'est-à-dire tout était en harmonie totale. C'est-à-dire vu que j'étais parti, qu'il n'y avait plus mes pensées qui étaient là et qui créaient une sorte d'écart entre moi et le monde, une sorte de décalage, j'ai l'impression que tout dans l'instant était fait pour communiquer avec moi quelque chose de très subtil. Et pour moi, c'est ça, l'âme, ça a toujours été quelque chose de très subtil, de très, de très doux, qu'on peut pas attraper, qu'on peut pas grasp, et qu'il faut, on va dire, se laisser couler dedans. C'est quelque chose qui est dans l'arrière-plan, et plus on va dans l'arrière-plan, plus c'est derrière, etc. Et c'est ça qui est complètement fou. Voilà. Et je me rappelle que cette expérience, quand j'avais vu les visuels que j'avais, parce qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mes doigts, à la place d'avoir 5 doigts, j'avais 9 doigts. C'était des tentacules où il y avait plein de petits tentacules qui tournaient en fractal comme ça, qui étaient fluorescents, qui passaient du mauve au rose, au vert, au bleu. Et j'ai un peu flippé. Je me suis dit, laissez-moi dans le noir. Ok, je préfère ne rien voir parce que ça ressemble à rien à la réalité. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, le voisin va toquer. Je vais, par réflexe de triper, je vais ouvrir. Le gars, il va être comme ça. Genre, c'est bon. C'est bon. Voilà. Et sinon, je dirais aussi pour trip en solo, ça peut être intéressant d'avoir un trip killer. Du coup, trip killer, je dirais une benzodiazépine, parce que faire un trip killing avec un antipsychotique, des fois ça se passe mal et ça juste entraîne un bad trip. Et voilà, du coup, je suggère clairement pas de prendre des benzos, mais en avoir sous la main, ça peut être sympathique. C'est-à-dire juste le fait de savoir qu'on a un trip killer, ça peut être intéressant. Et l'idée, c'est de vraiment essayer de pas l'utiliser parce qu'un trip, c'est fait pour vous challenger, c'est fait pour qu'il n'y ait pas juste des expériences agréables, c'est fait pour être un petit peu difficile par moment. Mais justement, le fait d'avoir, on va dire, sur le côté, un anti-bad trip qui peut, au final, qui juste vous faire redescendre en 2 minutes si vous le mettez sous la langue, hein, ça peut être sympathique quand même pour ne pas forcément stresser ou pour s'il y a quelque chose qui arrive ou, je sais pas, un accident ou je sais pas quoi, vous pouvez redescendre et un petit peu réagir. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé dans un trip que j'ai eu un souci. Enfin bon, c'était pas vraiment un souci, c'était
une galère familiale et je devais gérer ça au téléphone, bref, entre la famille, etc. Et du coup, j'ai pris un benzo et rapidement, en 5-10 minutes, je suis redescendu. J'étais assez sobre pour gérer la situation problématique qui arrivait sous triple, normalement ne devrait pas arriver sous triple parce qu'il faut arranger tous ces settings. Et voilà. Du coup, les amis, en parlant de ça, je vous laisse la vidéo sur le setting ici, sur comment préparer son trip, et ici la vidéo sur comment intégrer son trip pour le faire rentrer dans sa petite tête après que ce soit passé. Voilà, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je fasse aussi une vidéo sur tripper en gros, pour l'intérêt d'un trip plus social, etc. Sur ce, je vous laisse. Merci pour tout les amis, je vous aime, abonnez-vous. Hasta la vista.